Soyez les bienvenus, c'est le grand débat du web, comme chaque semaine sur Digital Business News. 26 minutes pour faire le tour de l'actualité connectée avec 3 invités, 3 chroniqueurs pour le coup, et un invité de passage. Un sujet principal dont on discute, des plus un, des moins un, c'est-à-dire des coups de cœur et des coups de gueule. Tout ça sur Digital Business News, partout où vous voulez, puisque l'émission se partage avec un hashtag LGDW et également sur la chaîne Demain, plusieurs fois par semaine. Vous avez à peu près le tour d'horizon. On commence par l'invité de ce jour, c'est Nicolas Randbremersch. Bonjour Nicolas. Bonjour Bertrand. Bienvenue sur ce plateau. C'est sympa Merci. que tu viennes, je suis content parce que ça fait quand même quelques années qu'on se connaît puis tu aurais pu venir avant. Donc finalement c'est bien que tu sois là. C'est Spin Tank, Nicolas. Hein. Spin Tank, c'est une... Oh, c'est pas moi tout seul, il y a 60 autres personnes. Oui, absolument. Spin Tank existe depuis combien de temps maintenant ? 11 ans, 2006. 11 ans. C'est une agence en fait nouvelle génération d'une certaine façon, de communication nouvelle génération. En tout cas tu l'entends un peu comme ça. Ouais, on essaye de casser faire les codes. casser les codes, je sais pas, mais enfin on essaye de faire bouger la communication. Un adepte du chaos créatif, toi. Hein. C'est marrant, on en parlait ce matin, on accueillait les nouveaux collaborateurs du premier semestre dans un séminaire, et oui, on essaye de maintenir une forme de chaos. Voilà, après à 60, on s'organise un peu quand même. Spin Tank, c'est un superbe endroit, c'est dans le 11e, je crois bien, et il y a le Tank à l'intérieur. Le Tank, c'est un espace de coworking à l'intérieur de l'entreprise, et on va parler de ce sujet-là tout à l'heure. À côté de toi, on a Éric Dupin. Salut Éric. Salut Bertrand. T'as un rendez-vous après ? Oui. ça se voit tout de suite, le côté smart de la chose. Professionnel et vidéo également. Et vidéo également. Dronestagram, Presse Citron, évidemment. Et puis un bouquin qui est sorti récemment, des images absolument sublimes qui sont extraites de Dronestagram, en fait, un peu partout dans le monde. On voit des trucs, mais il y a aujourd'hui une qualité d'image qui est incroyable. C'est pas toi qui as fait les photos, tu les as agrégées, en fait. On les a agrégées avec l'éditeur. Ouais. C'était un gros travail. Ouais. Et puis on les a sélectionnés, on les a commentés, on a demandé un petit mot des auteurs. Ouais. Elles sont localisées. Et on a sorti le premier bouquin de photographie par drone au monde, je crois. Avec des paysages, avec des monuments, avec des villes. Enfin, c'est vraiment... C'est assez scotchant. Et puis il y a Drone Stage Job également, qui est une plateforme pour trouver des gens qui savent piloter un drone et qui ont la licence pour piloter un drone, quand on veut les faire intervenir sur un événement, par exemple. Tu as lancé ça assez récemment. Presse Citron d'un côté, Citron de l'autre. Salut Louisa, ça va ? Belle transition. Louisa Ménard, tout de bleu vêtu, les yeux aussi d'ailleurs pour le coup, et qui représente Citron, donc, qui est une start-up qui fait dans les bots. Hein, les bots, ce sont des... tu vas me le dire, ce que c'est qu'un bot, finalement. C'est un robot avec qui on discute. Ah bah ça c'est clair, moi. Voilà. À partir du téléphone. Et là pour le coup, c'est discuter de savoir quels sont les meilleurs lieux pour soi, pour l'instant à Paris par exemple. Ça va s'étendre à d'autres villes. Quel est l'intérêt de faire ça à qui tu t'adresses concrètement là ? L'idée, c'est de se dire, on passe un temps fou à chercher des lieux. Aujourd'hui, et l'idéal, c'est un ami. Un ami qui nous connaît et qui est disponible en permanence. Donc on a recréé cet ami virtuel et on l'a appelé Citron. Mais il te connaît vraiment cet ami-là ? De plus en plus. Avec quels éléments il peut te connaître en fait ? Avec le langage, avec les termes que tu vas utiliser, avec quand est-ce que tu l'utilises, etc. On va pouvoir analyser tout ça et Mais à comprendre partir qui des tu es. profils sociaux par exemple, notamment. Non, on n'a pas accès. Non ? Non, À on n'a partir pas de accès quelles à informations alors ? le langage. Vraiment, Juste la le discussion, exactement. Ah oui, donc c'était un robot vraiment intelligent, il y a un langage et une vraie discussion donc on est vraiment dans la nouvelle génération d'intelligence artificielle. Là, On est au tout début, je pense. Au tout début, ça s'appelle Citron. Et puis à côté de toi, Jérôme Mazuel, de retour également, 50 Partners, CEO depuis 4-5 ans. 50 Partners, en 2 mots. Le rassemblement de 50 entrepreneurs qui ont très bien réussi dans le monde des nouvelles technologies, donc Blablacar, le 50 Bon Coin, Partners, donc le nom, voilà. les fameux 50 Partners, Ouais. qui se mobilisent pour aider des plus jeunes projets à réussir. Donc on ne peut pas accompagner 250 projets, mais on a 6 à 8 projets chaque année qui rejoignent le programme et qui bénéficient de l'ensemble des services qu'on leur propose, qui vont du mentoring à l'espace de coworking, dont on parlera peut-être ensuite. Le grand sujet de ce grand débat du web numéro 68, c'est quelles sont les recettes d'un coworking réussi ? Qu'est-ce que c'est que le coworking ? Pour ceux qui par hasard rentreraient à l'instant de mars, la définition avec Nicolas. Alors, coworking, en fait, je pense qu'aujourd'hui, on a des formes dans tous les sens différentes, mais à la base, c'est des freelances ou des indépendants ou des créateurs, des entrepreneurs qui se mettent ensemble pour partager un espace de travail et partager un réseau, une communauté, s'entraider dans une démarche de création ou d'entrepreneuriat ou de freelancing. C'est né aux États-Unis essentiellement, c'est allé au début des années 2000. Dans une forme assez libre qui est un peu les règles du web. Moi, ce que j'explique, c'est personne n'est là pour vous dire ce qu'il faut faire et il faut se connecter pour réussir son projet. Donc on se met ensemble dans un même lieu, ça c'est le coworking de base, mais ça évolue beaucoup aujourd'hui, il y a énormément de lieux comme ça, on va en parler. Est-ce que vous saviez d'ailleurs que Paris Soma, qui est l'espace de coworking le plus ancien de San Francisco, encore en activité, créé il y a une dizaine d'années, a été créé par un Français en fait. La mode est pas mal partie de là-bas. Il y a quelques années, on allait à San Francisco, on voyait des espaces de coworking
coworking, on se disait, ils ont de la chance, il y a un truc. Puis aujourd'hui en France, il y a des milliers de places. D'ailleurs, le Tank, et il y a combien de places au Tank 100 places. En fait, tu avais un immense espace pour ton entreprise et tu t'es dit, on va faire un espace de coworking. C'était quoi l'intérêt pour toi? Au-delà du fait de se dire, comme ça, je peux prendre plus grand, plus luxueux, plus sympa et avoir cette rencontre avec ces gens-là. Nous, c'est en fait Spin Tank, où il y a une 60aine de personnes aujourd'hui. Quand on a ouvert le Tank il y a 2 ans et demi, rue des Taillandiers, on était 30-35 et on voulait. Notre actif, c'est du réseau. Et donc, on veut essayer d'imaginer ce que c'est qu'une boîte ouverte sur son réseau et qui contribue et qui anime un écosystème qui se nourrit d'elle, autour d'elle. Un peu comme aujourd'hui fait un freelance ou un entrepreneur qui a besoin d'un réseau autour de lui. Et son actif principal aujourd'hui, c'est de savoir être connecté à des talents, à des gens autour de soi. C'est ce qu'on a essayé de faire avec le Tank et ça marche tellement bien, on trouve ça vraiment hyper utile de baigner en permanence au sein d'entrepreneurs, d'innovateurs, de start-up, de freelance, de gens hyper intelligents et plus doués que nous, qu'en fait on va ouvrir un 2e à la fin de l'année et un 3e l'année prochaine. J'ai l'impression que ça crée une forme d'intelligence collective finalement qui est bénéfique pour tout le monde. Ouais. Je pense que comme tout entrepreneur aujourd'hui, en fait c'est le paradoxe qu'on a avec Internet, c'est qu'il y a toutes les ressources sont disponibles. La question est celle de la capacité à activer ces ressources. Et c'est pour ça que sont nés des accélérateurs, des incubateurs, des espaces de coworking. C'est trouver un sens de communauté, de lien familier avec des gens avec qui on va pouvoir s'entraider pour accéder à ces ressources. Eric, et quelque chose de libre. tu as déjà travaillé toi, dans un espace de coworking? Mais je travaille actuellement dans un espace de coworking. Bravo. Et donc je connais un peu le sujet. C'est un espace qui s'est ouvert à Lyon en novembre dernier, qui s'appelle No Coworking. Et donc c'est un réseau, puisque le premier espace de No Coworking a ouvert à Rouen, le 2e à Lyon, et puis il y a des projets. Je crois qu'ils ont signé Marseille, il va y avoir Paris. C'est un projet d'envergure, il y a des gros moyens. Ils ont un petit peu observé ce qui se faisait notamment aux US avec WeWork. C'est un petit peu le même modèle. Qui débarque à Paris depuis quelques temps, espace incroyable, 2400 postes. À Lyon, on a un espace qui est assez incroyable aussi, parce que c'est un des plus grands, je crois. On a plus de 3000 m², divisés dans un ancien immeuble classé Art déco, etc., au dernier étage, avec une vue absolument incroyable. Donc on est très très bien installé. Et la caractéristique, c'est que finalement, moi j'ai presque tendance à dire que ce n'est pas un coworking, mais un co-living, parce qu'il y a énormément de services dans ce cowork. Qui vont de la salle de sport à une service de conciergerie pour se faire livrer tout un tas d'autres services. Justement, il y a une nouvelle génération d'espaces de coworking comme ça. Au départ, on partage des bureaux, éventuellement la machine à café puis l'imprimante. Ça s'est limité à ça. Et très vite, on est allé vers des services avec une espèce de chief happiness officer mis en place qui est là pour aider un peu les gens. Enfin, est-ce que c'est aujourd'hui, on est dans la dynamique d'aller vers plus toujours de services complètement. comme ça. Plus de services. Et puis surtout, comme le disait Nicolas, un gros travail sur la communauté elle-même. C'est-à-dire qu'un des mots d'ordre, si on peut dire, de No Coworking, c'est de dire quand vous avez besoin d'un service, d'un développeur web, d'un architecte, etc., regardez d'abord dans le cowork, et tout est organisé autour de ça. Il y a une application qui permet de solliciter des gens en permanence, en temps réel, de savoir s'ils sont présents ou pas physiquement dans le cowork. Et puis après, il y a des animations, il y a des conférences, pratiquement au moins 1 ou 2 fois par semaine. Tous les soirs, il y a des conférences qui sont soit organisées par des gens de l'extérieur, soit par des gens du cowork sur des thématiques qui peuvent réunir des gens du cowork et des gens de l'extérieur. Il y a des animations, on regarde des matchs de foot en fin de soirée. Enfin, c'est vraiment, il y a une vraie vie et ça dépasse largement le cadre de simplement work. Ouais. C'est vraiment. Et c'est vrai qu'il crée du relationnel. Chez 50 Partners aussi, il y a tout le temps des événements qui se passent, il y a tout le temps des trucs qui se passent en fait. Ça fait partie de la nécessité aujourd'hui de mettre les gens ensemble et de leur créer des conditions de rencontre en fait. Hein. Parce qu'il y a une partie coworking chez 50 au-delà des boîtes accompagnées. Oui, c'est une partie du service qu'on propose aux projets qu'on accompagne, mais pas que, parce qu'il y a une centaine de personnes qui sont au loft 50 Partners. Je pense que l'avènement du coworking ne fait finalement qu'accompagner une évolution des modes de travail des professionnels et notamment des indépendants. Il y a de plus en plus d'indépendants et la façon de travailler en mobilité correspond bien à cette offre de coworking. Donc je crois qu'il y a eu plus de 400 lieux de coworking qui ont ouvert à Paris dans les dernières années. Donc c'est vraiment gigantesque. La différence, elle se fait effectivement, à mon avis, sur l'animation et sur l'écosystème qui est créé autour de cet espace. Ce que disait Eric est vrai, c'est-à-dire que ça ne peut pas juste être un espace de bureau qui est offert, c'est forcément une communauté, c'est forcément un groupe de personnes. Alors il y a des verticales sur certains sujets qui permettent de rassembler des gens dans un même secteur. Et puis après, ça va être effectivement l'ensemble des
des événements qui sont organisés, des conférences, des workshops, des masterclass. Voilà, c'est ça qui est important, c'est ça qui amène les gens à rejoindre un espace de coworking, je pense. Il y a Astrid Mélier, qui est la directrice de La Ruche, qui a dit dans un article des Échos, il ne faut plus accueillir des écosystèmes, mais en être à l'origine. Il faut vraiment créer quelque chose, une espèce de dynamique à l'intérieur. Et on a un peu le sentiment qu'avec ce qui se passe, dont parlait Eric, c'est-à-dire le logement, les salles de sport, avec même des crèches dans certains aujourd'hui, chacun est en train de rechercher à travailler chez Google. Mais c'est Google finalement qui accueille. On veut les services de Google, les baby-foot, les endroits un peu conviviaux. Est-ce que tu le sens comme ça, toi, Louisa? Est-ce que finalement, on n'a pas des lieux aujourd'hui qui proposent une espèce de Googleisation de la façon de travailler pour tout le monde, en fait? Complètement. Je pense qu'il y a aussi un autre aspect, c'est qu'on est de plus en plus nomades. Moi, je suis partie pendant 1 an au tour du monde rencontrer les entrepreneurs français à l'étranger dans le cadre du W Project. Et donc, on a passé 1 an dans 15 pays à travailler dans des espaces de coworking. Ouais. Et en fait, c'est devenu donc complètement la vision normal. générale du truc, ouais. C'est devenu complètement normal d'échanger avec des entrepreneurs. C'est le meilleur moyen de s'intégrer dans un écosystème très rapidement et de rencontrer l'écosystème, d'échanger, etc. Et je pense qu'en effet, il a besoin d'avoir de la vie et d'avoir énormément d'événements. Ce que Paris Soma ou 50 Partners font très bien, avec beaucoup de personnes de l'extérieur qui peuvent aussi venir découvrir l'espace, découvrir cette nouvelle manière de travailler, en fait, qui n'est pas forcément évidente pour tout le monde. Dans l'écran derrière, vous avez vu des images notamment de 50 Partners. Bah tiens, regardez. Remix. Il y a également Remix, il y a Le Tank, il y a WeWork. On avait des images qui circulaient, ces différents lieux avec différentes ambiances. Qui d'entre vous connaît le co-homing? Co-homing, ça vous dit quelque chose ou pas? Oui, j'en ai entendu Hein? parler. Co-homing, en fait, c'est une nouvelle boîte qui vient de se créer, une start-up française qui propose de faire du coworking, mais à la maison. En disant, vous êtes travailleur indépendant, vous bossez à la maison, vous ennuyez un petit peu toute la journée tout seul chez vous, accueillez des gens pour la journée, de 1 à 10 euros la journée, quelqu'un vient chez vous, il s'installe sur un coin de table et vous rencontrez quelqu'un de différent qui vient bosser. Il y a un avenir pour ça? C'est particulier parce que généralement, quand on fait du coworking, c'est pour sortir de chez soi. Aussi, c'est une des motivations, c'est de rencontrer du monde dans un esprit de communauté. On peut recréer une communauté chez soi, mais je pense qu'elle risque d'être quand même relativement limitée Oui, parce là, que ça va les être gens, 2-3 personnes, voilà, ouais. maximum, on n'a pas forcément beaucoup d'espace. Pour des gens qui disposent de beaucoup d'espace, ça peut être Enfin, en tout cas, intéressant. c'est une forme d'ubérisation, une fois de plus, du coworking en fait, à la maison. Chacun peut accueillir. On verra si ça marche. En tout cas, la start-up s'appelle Co-Home et je trouve qu'elle fait un truc sympa. Et elle a déjà 4500 inscrits dans 14 villes, hein, mine de rien. Hein. Je voudrais juste rajouter une petite chose, si tu me permets, c'est que le cowork, en fait, le coworking aujourd'hui est quand même très lié au métier du digital, puisqu'on l'a dit, ça s'est développé avec l'émergence d'Internet et de la possibilité de travailler partout. Mais il ne faut pas négliger le fait que je pense qu'il y a des coworks qui peuvent aussi accueillir d'autres types de métiers, qui sont aussi des professions libérales, mais qui peuvent être des avocats, des architectes. Chez No Coworking à Lyon, je crois même qu'il y a, ou alors c'est pas celui de Lyon, c'est celui de Rouen, il y a un chef qui est assez réputé dans sa ville et qui a pris son bureau au cowork parce que ça lui permet une fois par semaine de venir s'isoler, de se poser, de réfléchir, de faire un peu de comptabilité, etc. Donc c'est des typologies en fait d'utilisateurs qui sont très particulières et je trouve ça intéressant aussi. Je pensais à des métiers qu'on ne devrait pas avoir à côté de soi, genre le proctologue par exemple, dans un espace de coworking. C'était une blague idiote. Tiens, on va passer au plus 1, moins 1. Tu as un plus 1 ou un moins 1, un coup de cœur, coup de gueule? Je vais reparler un petit peu de Google. Google vient de lancer un programme de formation gratuite aux outils de l'Internet et du digital et compte accueillir 70 000 personnes un peu partout en France. Je crois que ça commence ce week-end à Angers. Et des gens qui ont justement des interrogations et des difficultés à s'y mettre réellement. Et typiquement, voilà, il va y avoir des sessions ce week-end sur comment gagner de la notoriété grâce à la vidéo. Je trouve que c'est une initiative intéressante, même si on sait très bien que derrière les intentions de Google de récupérer des clients, de la data. Ils sont légitimes pour le faire. Mais ils sont complètement légitimes pour le faire et je pense qu'ils savent le faire en plus. Nicolas? Moi, j'avais un plus 1. Tu connais ma passion pour le web politique, qui est un Oui, peu mon endroit d'origine. On ne l'a même pas dit d'ailleurs. En fait, Voilà. pour tous ceux qui ne font pas le lien entre toi et puis le blogging, par exemple, tu as œuvré sous le nom de Versac pendant très très longtemps, dès 2013, 2003. 2003, et c'était un des blogs politiques, sinon le blog politique le plus lu pendant très très longtemps en France. En fait. Et justement, en fait, moi, mon plus 1, c'était sur... Alors que j'ai pas mal critiqué Emmanuel Macron pendant sa campagne où il était sceptique, un des trucs que je trouve vraiment très intéressant, c'est les 15 000 personnes qui ont candidaté pour être députés En Marche. C'est le fait de miser comme ça sur le réseau ouvert, de se dire, voilà, et d'ouvrir les vannes
qui apporte comme ça une énergie au réseau qui est extrêmement puissante. Je pense que de ce point de vue-là, c'est quelque chose de très intéressant à observer. On est en plein dans les législatives, donc on va voir ce que ça donne, cette énergie du réseau, des 15 000, puis des 300 000, puis des quelques millions de personnes autour. Comment est-ce qu'il arrive à animer ça? Pas du tout. Pas cette fois-ci, parce qu'en Non, 2002, moi, je suis tu l'as fait. entrepreneur, j'ai autre chose. En 2002, voilà. tu t'es présenté, En 2002. En fait, dans un mouvement grassroots qui ressemblait un peu à En Marche. Et à l'époque, on n'était pas 15 000 candidats à la députation, on était 15 000 dans le mouvement. Et donc, ça signe un peu le mouvement qui s'est passé en 15 ans de web politique. Un petit plus 1 ou un petit moins 1, est-ce que tu en as un, Louisa? Moi, j'étais impressionnée par ce que Facebook a fait en un an, entre les deux F8, donc un peu la messe de Facebook. Pour les développeurs, tout exactement. l'écosystème de Facebook, oui. Ils ont annoncé plus de 100 000 bots sur leur plateforme. Donc en un an, ils ont réussi à faire 100 000 bots. Donc, Ce qu'on trouve sur Messenger, en fait. Qu'on Qui trouve sont sur ces Messenger. petites intelligences artificielles avec lesquelles on communique sur Messenger. Exactement. Donc il y en a encore peu en France. Mais nous, on a déjà créé quelques-uns et je pense que c'est quelque chose qui va se développer et auquel je crois. Et je pense que Facebook fait beaucoup de choses justement pour que l'écosystème vraiment se développe autour. Dans une précédente émission, on parlait du fait que le web est en train de se vocaliser totalement et qu'en fait, on va avoir des interfaces de plus en plus vocales. Est-ce que tu crois à ça, toi? Je pense que ça dépend de l'usage. Moi, quand je suis dans un coworking, j'ai aucune envie de parler. Quand je suis dans les transports non plus, je préfère écrire. Donc je pense que ça dépend vraiment de l'usage et de où on est, avec qui nous entoure. En fonction de ça. En tout cas, l'intelligence artificielle, ça c'est sûr, il y a des glissements à peu près à tous les niveaux du web. Petit plus 1, moins 1, monsieur Mazurel? Moi, je trouve que dans l'actualité de ces derniers mois, on a vu, on parlait de WeWork typiquement qui arrive en France, je trouve qu'il y a beaucoup de signaux qui montrent une position assez historique de la France dans l'écosystème d'innovation dans le monde. WeWork a ouvert des dizaines et des dizaines de pays avant d'ouvrir la France, et je pense que ce n'est pas un hasard s'ils ouvrent aujourd'hui en France. Il y a 20 WeWork à Londres. Voilà, ils ont ouvert Londres bien avant la France. Et aujourd'hui, si ça intéresse à la France, c'est qu'il se passe quelque chose. Techstars est arrivé en France, alors qu'il n'avait pas forcément prévu il y a quelques années d'y venir. Il y a également un certain nombre de fonds internationaux qui viennent s'intéresser aux startups françaises. Et en fait, on le marque pas beaucoup, mais je pense que c'est assez historique. Enfin, moi, depuis peut-être une dizaine d'années dans l'écosystème, ça n'a jamais été le cas comme ça. On est redevenu sexy, en fait. Oui, et je pense qu'on parle beaucoup de la French Tech. Tout le monde a mis beaucoup d'énergie à faire émerger cette French Tech de tout bord, des investisseurs, des entrepreneurs, des accélérateurs, etc. Et je trouve qu'on arrive à un moment où on a atteint une sexiness de notre écosystème qu'on voit tous les jours en fait, dans l'actualité. Donc c'est une actualité générale, mais de dire que je pense qu'on peut aujourd'hui se féliciter d'avoir un écosystème extrêmement puissant et qui certainement fera émerger d'autres belles success stories comme les dernières licornes qui ont pu voir le jour dans les dernières années en France. Absolument. Monsieur Nicolas Van Brommersch, Spintank existe depuis 2006. C'est une agence communication, on va dire, qui a un credo un peu différent de ce qui se passait à l'époque, en 2006 en tout cas. À la lumière de ce qui s'est passé là, pendant les élections, toi qui es assez branché politique, est-ce qu'il y a un exemple ou deux de communication qui te ressemblerait à la fois génialement réussi et génialement raté, en fait, récent, qui montrerait à peu près les valeurs de Spintank aussi? Vaste sujet. Spintank, on est né dans le web politique, mais maintenant on essaie de croiser design numérique et société, grosso modo. Et on essaie de sortir du numérique. On pense que le numérique est plus une force de changement de la société qu'une technologie à dompter. Moi, ce que je trouve le plus intéressant qui s'est passé dans cette campagne, c'est la campagne de Mélenchon, du point de vue de l'utilisation du web. Parce qu'il y a, je pense, un facteur clé, c'est que le décideur lui-même a fait l'expérience d'un contact direct avec les citoyens. Mélenchon est un pratiquant, il blogue depuis 10 ans. Tous les jours, ou quasiment tous les jours, et il a l'habitude de créer un lien direct avec un volume très important de personnes. C'est plusieurs centaines de milliers d'abonnés sur sa chaîne YouTube, etc., etc. Et nous, quand on bosse notamment avec des dirigeants, souvent on leur dit, ouais, le numérique, tu veux transformer digital, et c'est un machin chouette. Si tu ne crées pas des convictions issues d'une pratique, ça va être très compliqué. Et je pense à des dirigeants qu'on accompagne, où vraiment ça a fabriqué une mue, parce qu'ils se sont mis à tweeter eux-mêmes, ils n'ont pas filé ça à leur directeur de cabinet, parce qu'ils se sont mis à se créer des convictions. Et je pense qu'à cet égard, Mélenchon a fait une des choses les plus intéressantes. Le flop, je dirais plutôt, c'est plutôt le quinquennat précédent qui, malgré tout ce qu'on a dit, et nous, on a bossé pour ce gouvernement et pour l'Élysée à cette période, et donc j'en prends ma part de responsabilité, on n'a pas su créer ce canal entre l'exécutif et l'opinion, parce que je pense que d'autres habitudes ont pu se créer. Vous n'avez pas su hacker l'agenda, c'est un des credos de Spintank. En fait, c'est créer l'événement, ce que Sarkozy faisait à merveille, par exemple. Ouais. Notre premier credo chez Spintank, c'est être absolument juste, parce qu'on pense qu'il y a une telle exigence aujourd'hui qui est placée sur les acteurs
politique, institutionnelle, économique, hein, qu'il faut chercher une ligne de crête de justesse et une ligne de crête qui engage. Et ça, je pense que François Hollande n'a jamais réussi à le faire. Et après, il s'est plutôt laissé déborder par l'agenda, effectivement, qu'il n'a su le décomposer pour le... Il y a eu plusieurs phases, en fait, dans le web et la communication politique ou la communication d'entreprise. En fait, la première phase, c'était de comprendre qu'il fallait accepter la critique et puis rentrer dans la discussion. Et maintenant, il y a l'idée d'être carrément proactif dans cette discussion et de se nourrir, de nourrir l'intelligence, finalement, de ce collectif-là. Ça, c'est la nouvelle phase que tu défends, d'une certaine façon. Ouais, en fait, si on regarde ces élections, après nous, on n'est pas des spécialistes des campagnes électorales, c'est pas tellement notre sujet, même si évidemment ça fait partie de la politique. Il y a ceux qui ont su dompter la force du numérique. Mélenchon ou Macron ont su utiliser le numérique comme un levier pour faire mouvement. Ils ont une attitude un peu d'entrepreneur. Hein. Ils ont compris la logique des réseaux, se dire il y a une force, je vais l'utiliser. Et d'autres qui ont plutôt été dans une logique assez traditionnelle de défense ou qui sont passés à côté. Et de fait, on voit que les surprises de cette campagne ont quand même été celles-là. Après, il y a aussi Le Pen, mais c'est un sujet un peu plus ancien et plus compliqué et peut-être moins particulièrement neuf de cette campagne, d'irruption dans cette campagne-là. Mais les deux surprises sont des gens qui ont su utiliser la force des réseaux dans leur campagne. Qu'est-ce qu'il va falloir changer maintenant qu'il y a cette invasion de fake news, que Twitter est devenu un lieu quasiment infréquentable, très compliqué à gérer en tout cas. Comment est-ce qu'on doit communiquer aujourd'hui? Où? Sur quel créneau? Et sur quel réseau surtout? Alors, je pense qu'il faut agir de mettre dans le flux. Il faut aussi recréer il faut trouver un rôle dans le flux. C'est-à-dire qu'il faut imaginer un océan. Est-ce que je vais être digue? Est-ce que je vais être barque? Est-ce que j'ai la force d'être simplement un petit rafio? Ou est-ce qu'il faut que je monte une armada? Ou est-ce qu'au contraire, je mets des digues et que j'ai la puissance d'avoir des réseaux? Il faut agir avec cette société liquide. Ça, c'est un peu notre credo aussi chez Spintank. Ce que je pense, en revanche, là, dans le quinquennat qui s'ouvre, c'est qu'on va avoir besoin que des médias et une société civile organisée s'empare du web, s'empare des réseaux sociaux, sache agir dessus et sache structurer et agir dans cet espace-là. Et la question, elle est moins, à mon avis, du côté de la communication des pouvoirs publics, évidemment c'est un sujet, que de comment la société s'empare de Facebook, de Google, travaille sur les fake news, en collaboration ou en rapport de force avec les plateformes, pour essayer de faire émerger de nouvelles manières de raconter la société, de faire vivre le débat, qui nous sortent d'un débat qui n'a pas été d'une richesse extraordinaire pendant cette campagne. Tu es également membre du think tank Renaissance Numérique, tu fais plein de choses, vous réfléchissez au web en action. Tu as un profil assez spin doctor, en fait. Profitez-en pendant que vous en avez un sous la main pour lui donner des conseils, en fait, sur la communication. Qui a une petite question pour Nicolas? Moi, je ne sais pas, je pense que tu parles des fake news, c'est un sujet aujourd'hui, c'est un vrai sujet. Donc, il y a des dispositifs qui se mettent en place, on a vu les réseaux sociaux, Facebook, etc. Mais est-ce que ça part pas d'abord alors j'aime pas trop le mot, mais d'une éducation des utilisateurs? Est-ce qu'à un moment, il ne faut pas apprendre aux gens à faire la part du vrai et du faux quand simplement ils font dérouler leur timeline Facebook? Est-ce que là-dessus, vous avez des... Enfin, je ne sais pas si vous avez des solutions, mais est-ce que vous vous posez la question? Ouais, on se pose la question. D'ailleurs, pour moi, il y a deux sujets. D'abord, on bosse avec Renaissance Numérique sur un projet qui s'appelle Seriously, qui est encore en phase bêta, où on essaie de travailler sur les discours de haine. C'est pas les fake news, c'est pas la correction, c'est pas le hoax busting, mais c'est comment est-ce qu'on lutte contre les discours de haine qui se propagent sur les réseaux sociaux, avec justement une méthode qui est quasiment une éducation. Et ça, je pense que c'est intéressant pour justement dédramatiser, rompre les conflits, etc., et refaire valoir des arguments de rationalité, etc. Je pense que le problème qu'on a avec les fake news, c'est pas tellement... Moi, j'aime pas trop le terme de fake news, c'est un cadrage de journaliste, comme s'il y avait la vérité journalistique d'un côté et l'erreur de l'autre. C'est qu'en fait, l'espace public, il s'est confondu avec l'espace social. C'est-à-dire que ce qui drive l'arrivée dans l'espace public de l'information, etc., c'est nos humeurs, nos colères, c'est parce qu'on les partage. Et comment on les partage, pourquoi on les partage? Parce que ça définit notre identité, qu'on a envie d'être avec les autres, nos humeurs, etc. Et du coup, on a un débat, un espace public qui est devenu complètement hystérique, drivé par l'émotion, beaucoup plus que par une forme ou un idéal de rationalité. Avant, on avait un petit peu ça. Et du coup, la tâche, elle est immense parce que c'est by design que l'espace public est devenu ça. Et on ne va pas revenir en arrière. On ne va pas avoir à nouveau un espace public qui est choisi par quelques professeurs d'université, quelques sachants et des politiques qui vont faire des discours de 8 heures en se répondant les uns aux autres. Non, voilà. En revanche, il faut collaborer
les plateformes ont une immense responsabilité là-dedans, les Facebook, les grandes plateformes de réseaux sociaux. Elles commencent à travailler, un peu poussées au cul par l'affaire Trump, etc. Par l'Autriche aussi maintenant qui réclame par la pression d'un certain nombre enlève la de haine de municipalités, Facebook, etc. Par aussi des ONG qui leur demandent des rapports de force. Et donc ça, je pense qu'on a un énorme travail. Et je pense que c'est un grand chantier qui s'ouvre, qui s'est ouvert en novembre avec l'élection de Trump, parce que les plateformes américaines se sont dit... Quand même, il se passe un truc un peu emmerdant. Elles ont pris conscience. Je pense que Zuckerberg a fait pas mal de posts assez impressionnants en termes de prise de conscience. Des gens qui n'avaient pas de conscience politique. Et maintenant, ça va évoluer, je pense. Voilà. C'est un immense chantier à la mesure de ce qu'est les 2 milliards d'utilisateurs de Facebook aujourd'hui. Une dernière question de l'autre côté, si vous n'en avez pas, c'est pas grave, on a dépassé de toute façon. Donc je vous ai vachement encouragé là, à poser une question aussi quand même. Allez. Non, moi c'est une réflexion un peu que j'ai. On évoquait la campagne politique. Je trouve que c'est vrai qu'il y a eu un changement assez fondamental de réaction aux campagnes politiques sur les réseaux sociaux, avec beaucoup d'expression des positions politiques de tout le monde. Et je trouve que les réseaux sociaux sont devenus un espace d'échange politique qui est, à mon avis, assez nouveau. Donc je me pose un peu la question de l'apport que ça peut représenter ou de l'impact que ça peut avoir, des dérives que ça peut avoir sur des campagnes. On parlait de Trump. C'est vrai que c'est un vrai impact. Donc je ne sais pas si... on a un réseau Une réponse courte, Nicolas. On avait un réseau qui tendait à se centraliser, à aller vers les médias, grosso modo les grands médias, pour organiser le débat. Aujourd'hui, c'est distribué. Et donc, la manière de l'animer, de l'organiser, de le curer, etc., elle est complètement inverse, quoi. Mais c'est un phénomène qu'on connaît bien dans le numérique, de manière assez générale. Et donc, ça veut dire que pour les médias, pour les candidats, pour les institutions, il faut changer complètement son rapport. Au lieu d'avoir l'œil rivé sur la télé en temps réel, il faut se demander comment est-ce qu'on va nourrir des conversations, à quel agenda, essayer de travailler sur des œuvres collectives, etc. Donc c'est un changement d'architecture qui est très profond. On l'a vraiment bien vu pendant cette campagne, ça. Bon. Allez, voilà. Donc il faut nourrir la conversation. J'ai bien aimé le geste qui allait avec la parole. Merci beaucoup Nicolas. Avec le hashtag LGDW, vous partagez. Vous revenez la semaine prochaine pour d'autres aventures. Et on parlera de l'actualité connectée. Salut à tous.